Cher Bertin, je suis heureux de t'accueillir et vraiment, je sais toutes les difficultés que tu as eues pour arriver. Merci encore. Mais je ne suis pas sûr que le grand public te connaisse véritablement. Est-ce que tu peux dire quelques mots de toi? Et la première question que j'ai envie de te poser, est-ce que d'où est venue finalement l'idée de l'innovation? Première question. Deuxième question, est-ce qu'on peut être entrepreneur sans innover? Et si tu peux nous éclairer, ça pourrait être la suite de la discussion qu'on a eue cet après-midi. Merci Wilfried. Écoutez, à mon tour, je tiens à vous remercier tous pour votre patience. Je suis vraiment désolé pour ce retard. J'ai eu quelques difficultés de train, de bagages, comment dire, piégés, etc. Mais enfin bon, le principal, c'est d'être bien arrivé. Je suis très heureux d'être présent également pour donc cette conférence. Et c'était très important pour moi d'être ici présent. Donc en quelques mots, je m'appelle Bertin Naoum. Je suis dirigeant, fondateur et dirigeant de différentes sociétés dans le domaine des technologies de la santé. Comme cela a été dit précédemment, moi mon background c'est le métier d'ingénieur. Je suis ingénieur de formation. J'ai fait une partie de mes études pas très loin d'ici à l'INSA de Lyon et puis également en Angleterre. Et puis j'ai découvert en fait le secteur de la santé un petit peu par hasard. C'était à l'occasion d'un projet de fin d'études à l'époque avec l'hôpital neurocardiologique de Lyon, donc pas très loin d'ici non plus. Et à l'époque, il s'agissait de développer un logiciel d'intelligence artificielle. Et j'ai découvert la façon dont la technologie pouvait être utilisée pour certainement ce qu'il y a de plus important, soigner les patients. Et donc à partir de là, j'ai décidé de consacrer mes compétences d'ingénieur à ce métier-là. Et j'ai commencé dans des petites sociétés à faire du développement. Et puis au travers de mes expériences, j'ai commencé à avoir un certain nombre d'idées sur la façon dont on pourrait développer des technologies pour aider les praticiens à opérer de façon plus efficace. Et faute d'avoir réussi à convaincre à l'époque les dirigeants de la société pour laquelle je travaillais d'aller dans ces directions, je me suis dit le plus simple, c'est tout simplement de démissionner, de me lancer. Et c'est donc ce que j'ai fait au début des années 2000. Alors, pour répondre à ta question, Wilfried, en ce qui concerne effectivement l'inventeur, l'entrepreneur, etc. Moi, ce que je dirais, c'est que plutôt que inventeur, si tu me permets, je préfère le terme d'innovation. Je préfère le terme d'innover. Moi, ce que je pense, c'est que innover, en fait, c'est transgresser. C'est tout simplement essayer comme disaient les anglo-saxons, to think out of the box, c'est-à-dire de penser de façon différente, de repenser un certain nombre de schémas, de repenser la façon dont on peut faire les choses. Et en ce sens, je pense que finalement, tout le monde peut innover. On peut innover bien évidemment en technologie, c'est ce qui paraît le plus évident, mais dans tous les métiers on peut innover. À chaque fois qu'on essaie de penser les choses différemment, en fait on essaie de transgresser la façon dont on a toujours travaillé. D'une certaine façon, on innove. Merci, merci. Quelles sont les clés donc de la réussite, de ta réussite à toi, de la façon dont tu as mené les projets, et quels sont les écueils également que tu voudrais partager avec le public? Moi, ce que j'aime à rappeler, c'est qu'avant toute chose, dans l'entrepreneuriat, comme dans beaucoup de secteurs de la vie, en fait, le but est dans le chemin. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas le Saint Graal ou la ligne d'arrivée, mais finalement, je dirais que l'intérêt, c'est tout ce que l'on fait au quotidien. Et finalement, souvent, lorsqu'on discute avec des entrepreneurs et autres qui sont passés par différentes étapes dans leur vie professionnelle, lorsqu'ils vous content des faits marquants, souvent, ils vont vous décrire des choses qui peuvent paraître extrêmement anecdotiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, ce qui fait le sel de l'aventure entrepreneuriale, c'est tout ce que l'on fait au quotidien. C'est de travailler aux côtés de collaborateurs, c'est de répondre, de trouver des solutions à un certain nombre de problématiques. Donc, la première chose, bien évidemment, c'est le pragmatisme, c'est la capacité à faire face aux problématiques du quotidien et d'essayer d'y mettre en face des solutions. L'autre aspect qui me paraît absolument important, c'est lié au fait qu'en fait, on ne fait rien tout seul. On ne fait absolument rien tout seul. Et je pense que la qualité première de l'entrepreneur, c'est sa capacité à s'entourer des meilleures compétences, de bâtir des équipes, et puis d'être d'une certaine façon un leader qui va montrer la voie et qui va inspirer d'autres collaborateurs pour ensemble essayer de créer de la richesse, créer de la valeur, et puis en tous les cas avancer sur le chemin du succès. Et finalement, donc, c'est quoi pour toi un bon entrepreneur, en fait? Alors,
c'est un peu ce que je viens de dire, c'est effectivement quelqu'un qui a cette capacité de vision, c'est quelqu'un qui a cette capacité à partager, c'est quelqu'un qui a la capacité effectivement à identifier donc les éléments cruciaux qui sont nécessaires à la réussite. Mais je pense qu'au-delà de cela, ce qui fait le bon entrepreneur, c'est sa capacité, encore une fois, à peut-être prendre du recul par rapport aux problématiques du quotidien et essayer peut-être de trouver des voies différentes d'atteindre un objectif. Et c'est un petit peu ce que j'expliquais en préambule, la notion de transgression, la notion effectivement d'innovation. C'est d'ailleurs assez marrant et assez étonnant de voir que lorsqu'on regarde ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, les sociétés qui sont les GAFA notamment, et même les Elon Musk et d'autres, en fait ce sont des gens qui passent d'un secteur industriel ou à un secteur d'activité à un autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont intégré cette capacité à remettre en cause en permanence des schémas établis. Lorsque Elon Musk s'est lancé dans l'aérospatial, il a été le premier à dire, mais en fait, pourquoi on ne réutiliserait pas des lanceurs? Chose que finalement, assez étonnamment, personne s'était posé cette question. On dit, ben non, un lanceur, ça se réutilise pas. Ben si, on peut en réutiliser un. Il a transgressé, il a remis en cause un certain nombre de schémas qui paraissaient des schémas qui étaient acceptés par tout le monde. Donc, je pense que c'est vraiment la qualité de l'entrepreneur, et a fortiori l'entrepreneur qui est dans l'innovation, d'être capable de remettre en cause les schémas établis. Tu t'es lancé en 2002. Est-ce que depuis, tu perçois un changement dans la façon dont les entrepreneurs sont perçus, de façon générale en France, les difficultés à entreprendre? Et le thème d'aujourd'hui, c'est quand même l'entrepreneuriat dans la diaspora. Ah, et je voudrais également qu'on fasse cette passerelle-là pour parler des difficultés qu'il y a à entreprendre quand on est de la diaspora. Alors, bien sûr, en ce qui concerne l'innovation d'une façon générale et l'innovation technologique en particulier, je dirais que le regard a très fortement évolué. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'ai commencé il y a maintenant une vingtaine d'années, ça ne nous rajeunit pas, c'est vrai que lorsqu'on discutait avec des banques, lorsqu'on discutait avec des interlocuteurs, ils avaient beaucoup de mal à comprendre en fait notre métier et comprendre en fait quel était notre modèle économique tout simplement. Aujourd'hui, les choses ont complètement changé. On comprend qu'effectivement, l'innovation est vraiment un vecteur de création d'activités, de richesse et puis également d'emploi. Par exemple, moi je suis dans le domaine de la robotique médicale, hein, c'est ce que l'on a décrit. Je me suis lancé sur un territoire qui historiquement n'avait pas, je dirais, une culture industrielle très pointue, en l'occurrence Montpellier et sa région, hein, qui est une région qui est plus tournée vers l'agriculture, le tourisme, etc. Et lorsque j'ai commencé à me lancer dans la robotique médicale, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. J'ai eu la chance de bénéficier de l'accompagnement d'un certain nombre de structures, des pépinières, des hôtels d'entreprise. Et aujourd'hui, 20 ans après, la robotique médicale, dans Montpellier et sa région, ça représente plus de 300 emplois directs. C'est plus de 250 robots qui sont fabriqués sur ce territoire. C'est une activité industrielle, hein, puisque aujourd'hui on parle beaucoup de réindustrialiser la France. C'est exactement ce dans quoi on est aujourd'hui. Et donc ça montre qu'effectivement il y a un regard complètement différent autour de l'innovation et de l'innovation technologique. On est conscient du fait que c'est quelque chose qui est vraiment vecteur de création de richesse et de valeur. Et donc on a un regard qui est relativement différent. Alors, peut-être vous faire le lien avec l'entrepreneur de la diaspora, parce qu'on est également cela. Alors, moi, je commencerai en préambule, peut-être par décrire un petit peu ce qui a toujours été mon état d'esprit et ce qui l'est toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que je dirais que mes origines, mes origines sont le Bénin. Je suis né au Sénégal, mais mes parents, ainsi qu'une partie importante de ma famille est originaire du Bénin. Mes origines, c'est quelque chose qui est bien sûr très important pour moi, parce que bien sûr, ça constitue ce que je suis. On n'a pas fait exprès là, d'avoir deux Béninois sur les... C'est le hasard, promis. C'est quelque chose qui est absolument essentiel pour moi, en tous les cas qui me constitue, et en même temps, assez étonnamment, c'est quelque chose que je considère comme étant anecdotique. C'est-à-dire que ça peut paraître un peu paradoxal, mais on peut être tout à fait assumé et même être fier de ses origines, et en même temps ne pas tout regarder au travers de ses origines.
Et la grosse difficulté auquel on est confronté, effectivement, en tant qu'entrepreneur de la diaspora d'une façon générale, c'est d'arriver à trouver ce savant équilibre entre ne pas renier ce que l'on est, et d'un autre côté, ne pas se caricaturer, et ne pas tomber dans une espèce de, parfois y compris de paranoïa, qui se relie au fait de, mais oui, je vais toujours être freiné. Donc c'est très compliqué, c'est très très compliqué. En tous les cas, moi j'ai toujours essayé de prendre soin, d'être fier de mes origines, et en même temps, je me définis comme autre chose que au travers de mes origines. Voilà. Alors maintenant, ceci étant dit, ça serait parfaitement illusoire que de dire que les freins, les difficultés liées à ces origines n'existent pas. Bien évidemment, elles existent. Et elles se traduisent par le fait que très souvent, on a besoin de faire beaucoup plus. On a toujours besoin de démontrer plus qu'autrui parce que dans la tête de certaines personnes, il y a une présomption comment dire, d'incompétence ou de moindre compétence. Et donc, on a toujours besoin de démontrer plus. Mais, même si c'est une réalité, et j'avoue que c'est très compliqué comme concept, il faut arriver à pas se laisser enfermer dans cette crainte permanente. On a eu une discussion qui a duré l'après-midi. J'ai pris des notes. La synthèse n'est pas exhaustive. Et je voulais la partager avec toi et voir comment tu réagis par rapport à ça. Les points qui sont ressortis, il y a eu deux ateliers, le constat des entrepreneurs et le thème du financement. Sur le constat des entrepreneurs, on a évoqué pêle-mêle l'importance de la formation. Quand un entrepreneur se lance, il a besoin d'être accompagné. Il y a également l'importance du prix qui peut lui être décerné parce que ça peut renforcer sa crédibilité pour aller lever des fonds. Il y a également l'importance du mentoring. Il y a ensuite la difficulté d'avoir un projet bien porté en France, mais de le transposer en Afrique. Et il y a également l'importance d'avoir finalement un projet basé sur l'excellence si on veut contribuer au changement de regard. Je pense que tu en es l'exemple. Et puis, le dernier thème que je ne veux pas détailler, mais qui est tout aussi important, c'est comment finance-t-on finalement ces projets, surtout quand ils sont à cheval sur 2 continents. Voilà les différents points. J'espère que la synthèse aura été, en tout cas, fidèle, même si ce n'est pas exhaustif. Non, alors, effectivement, c'est une synthèse qui me paraît extrêmement riche. Je rebondirai uniquement sur quelques points. Je vais commencer bien sûr par le financement. Le financement, c'est une problématique de tout entrepreneur. Et donc, bien évidemment, les entrepreneurs de la diversité n'échappent pas à cette problématique. Donc, moi, ça me permet de rebondir sur un autre élément. Je crois on me signale juste qu'on a 2 minutes. On a 2 minutes. Alors, 2 minutes, on va essayer de conclure rapidement. Ce que je dirais simplement sur ce sujet du financement, qui est un élément qui est important, là encore, il ne faut pas hésiter à faire preuve d'innovation. Moi, j'ai un petit conseil, par exemple, très pratique. Moi, lorsque je me suis lancé, par exemple, j'avais un plan de financement qui était extrêmement défini. Je me disais, bon, je vais commencer par aller chercher telle aide, et puis ensuite, après, j'irai chercher une autre aide, et puis après, une fois que je serai arrivé là, je ferai une autre aide, etc. Et puis un jour, en discutant avec un entrepreneur, il m'a dit, non, en fait, il faut tout prendre. Moi, et finalement, c'est ce que j'ai fait, je suis allé chercher tout ce que je pouvais aller chercher, et finalement, ça m'a aidé, parce que ça m'a permis de passer un certain nombre de phases un petit peu compliquées. Donc, il faut prendre tant qu'on peut prendre, d'une façon générale. Il ne faut pas hésiter à vraiment aller racler tout ce qu'on peut laisser racler. Et de ce côté-là, ne pas hésiter à faire preuve, je dirais, encore d'inventivité.